Bonjour Kaina, Salut Louise, bienvenue sur InPower. merci de m'accueillir. Bon, tu connais chez moi vu que, Ouais. on va le dire dès le début, tu es ma professeure de yoga Tout à fait. et tu as une histoire vraiment intéressante et atypique. Ouais. Donc j'avais envie d'en savoir plus et de le partager à nos auditeurs et à nos auditrices. Est-ce que tu peux commencer en te présentant de la façon dont tu le souhaites? Ouais, ok. Donc je suis Kaina, professeure de yoga. Je suis spécialisée en hatha, vinyasa, restauratif, tout ce qui est yoga de la femme, donc qui tourne autour du yoga pré- et post-natal, du yoga thérapie. Et j'organise aussi des séjours en France, des ateliers sur Paris, etc. Et comment en es-tu arrivé là? J'aime bien savoir, tu vois, généralement, ça c'est toute ta partie professionnelle. Ouais. Mais même qui es-tu, tu vois, en tant que personne, si tu peux nous en dire plus Ouais. sur ce qui t'a amené ici. Initialement, je faisais des études en droit, donc j'étais en fac à la Sorbonne, j'étais en licence. En parallèle, en fait, je me suis formée en tant qu'assistante juridique, donc je bossais dans un cabinet d'avocats. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que ça me convenait pas, que mon caractère était... Disons que j'étais trop sensible pour ce genre de milieu. Et j'avais du mal un petit peu à m'adapter. Je pense clairement que je suis hypersensible comme énormément de personnes. Et dans ces milieux-là, c'est pas des choses qui sont très valorisées. Au contraire, il faut être vraiment carré. Tu peux pas laisser la place à l'émotion. Et ce manque de considération de l'humain, je pense que ça m'a vraiment heurtée. Et à un moment donné, je me suis dit... Je forçais quand même si parce que bon, il y avait aussi cette volonté familiale de faire des études, de réussir, donc j'avais envie quand même de suivre cette volonté-là. Et puis à un moment donné, mon corps m'a dit stop, donc j'ai perdu la vue d'un œil subitement. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Et là, c'était vraiment le choc pour moi. J'ai continué encore un petit peu et quand j'ai vu qu'en face c'était toujours aussi dur et qu'on me laissait pas la place en fait d'évoluer comme j'avais besoin, là j'ai dit bon bah concrètement je préfère tout arrêter et j'ai mis ma vie de côté un temps et je me suis dit je vais partir en voyage, j'ai besoin de temps pour moi. Je savais pas vraiment où j'allais mais Ouais. je me suis laissée porter comme ça, je me suis lancée dans le vide en fait clairement. Ouais. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a amené d'abord à te dire que tu voulais travailler dans le droit? Parce que, enfin, tu vois, c'est d'après la personnalité que tu me décris, est-ce que tu n'avais pas conscience en fait que c'était pas un milieu pour toi? Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'est vers cette voie que tu voulais t'orienter? Mais en fait, ma mère, elle, voilà, c'est quelqu'un qui a réussi professionnellement et qui m'a fait, qui a voulu me transmettre ces valeurs-là, des études, la valeur travail, et donc de me dire, ok, le droit, c'est vraiment un milieu qui est sûr, tu vas avoir un travail derrière. Je pense comme beaucoup d'étudiants en fait, au final, où on se dit, ok, on va avoir notre master et derrière, je vais avoir un poste et socialement, je vais être quelqu'un. C'est vraiment ça en fait. Et du coup, quand tu remets en perspective justement toutes ces valeurs et ces principes et te dire est-ce que ça me convient à moi, est-ce que ça vibre pour moi ou pas. Et là, voilà, du coup, j'ai vraiment remis ça en question et j'ai réalisé que ça me convenait pas et que c'était pas moi et que c'était la volonté de mes parents. Cette réussite-là, c'était pas la mienne, quoi. Et alors, quand tu as ce diagnostic, déjà, comment tu le vis personnellement? Parce que la sclérose en plaques, c'est quelque chose de très lourd. Qu'est-ce que les médecins te disent? Comment ta vie change, j'imagine, un peu du jour au lendemain? Déjà, je l'ai appris, enfin, c'était très soudain, c'est-à-dire que je me balade dans le métro. Bon, j'étais un peu en retard, donc je me balade, non, pas vraiment, mais je cours dans le métro et j'étais en retard. Et là, en fait, bah, d'un coup, je vois flou, quoi. Et donc, bon, je me pose la question, je me dis, bon, c'est bizarre, ça a peut-être passé, c'est peut-être un coup de fatigue. Et là, en fait, ça dure dans le temps et je vais de spécialiste en spécialiste. On ne trouve pas vraiment au départ ce qui se passe. Puis, il y a un spécialiste qui me dit, bah écoutez, voilà, on a fait l'IRM, là, on a trouvé des plaques dans le cerveau. Il se trouve que c'est la sclérose en plaques. Je dois vous dire que éventuellement dans 10 ans vous serez dans un fauteuil roulant, il faut s'y attendre. Donc voilà, aujourd'hui il y a des traitements, etc. Vous devez faire une piqûre, je crois que c'est une piqûre toutes les semaines, et en gros pendant 3-4 jours vous avez une grosse grippe, donc va falloir être à mi-temps. Enfin vraiment ça change ta vie. Et là je me suis dit waouh, donc tout mon monde s'est effondré littéralement. Je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais devenir? Ouais, c'était un vrai choc, vrai choc. Et comment tu réagis? Parce que tu me dis que tu continues quand même à travailler. Donc tu te dis au début, je vais faire ce qu'il me dit, quoi.
Ouais, alors je me suis laissé le temps de la réflexion. Je me suis dit, je sais pas si je vais prendre ce traitement qui va m'handicaper, qui va me donner une grosse grippe pendant 3 jours, et les 3 autres jours de la semaine, 3-4 jours, je vais être en forme. J'avais pas trop envie de ça. Donc au début, j'ai eu du mal à réaliser. J'étais un peu dans le déni, donc il m'a fallu quand même quelques temps. Et là, je me suis dit, bon, je vais finir mon année en cabinet d'avocat, je vais finir ma licence. Je me laisse jusqu'à la fin de l'année. J'ai attendu et là je me suis dit c'est vraiment pas ça que je veux en fait. C'est vraiment pas ça que je veux. Je me sens pas bien là tout de suite. Je me fais violence. J'ai l'impression de subir ma vie. Je suis pas maître de ma vie. C'est comme si j'avais remis les clés en fait de ma vie à quelqu'un d'autre. Je suis un peu l'ombre de moi-même. Et donc là j'ai dit bah stop. Donc j'ai quitté mon appart. J'ai quitté ma famille. J'ai arrêté. Mon contrat se terminait de toute façon. J'ai arrêté mes études et c'est là que je me suis dit je me choisis avant tout. Et c'est ça qui a clairement changé ma vie, quoi. Alors là, ça va être la partie hyper intéressante. Déjà, je me dis, qu'est-ce qui t'a éveillé à ça ? Parce que je pense que beaucoup de personnes ont peut-être les mêmes, alors pas la même histoire que toi, bien sûr, mais des mêmes questionnements, des mêmes doutes. Mais j'ai l'impression qu'il faut un certain éveil, un éveil spirituel, un éveil, une connexion à soi pour accepter une transformation radicale. Est-ce que toi, là, t'étais totalement novice dans tout ce qui est spiritualité, connexion corps-esprit, ou est-ce que tu commençais déjà à te documenter et c'est ça qui a fait que tu as sauté le pas ? Pour moi, c'était totalement inconnu, en fait, le monde du bien-être, même si je ressentais ce besoin d'aller mieux. Et du coup, à ce moment-là, quand même, je prenais quelques cours de yoga, mais sans vraiment grand intérêt. Mais je m'y intéressais, mais sans plus, parce que c'était pas une période où on entendait beaucoup parler de bien-être, notamment au travail. Donc, c'était un peu loin pour tout le monde. C'était il y a combien de temps, juste pour qu'on se situe ? C'était il y a 6 ans, à peu près. Ok. Ouais, voilà. 5 ans, je dirais 5 ans. Ok. Et donc pour moi, c'était pas des notions que je voyais dans mon quotidien, comme on voit sur les réseaux sociaux. C'était pas accessible comme aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment la souffrance, tu vois, intense. À un moment donné, tu te dis, c'est tellement dur, tu souffres tellement qu'il y a un truc où tu lâches. En fait, t'as juste pas le choix. Et pour moi, c'était une question de vie ou de mort, en fait, de me dire, si je continue, c'est le fauteuil roulant, voir, je sais pas, ce qu'il y a après, tu vois. Et si j'arrête, je me laisse la possibilité de m'ouvrir à d'autres choses. Et je pense que c'est vraiment la souffrance à un moment donné. Il y a des gens aussi qui vivent des formes de dépression tellement intenses qu'il y a un peu ce basculement, tu vois, de l'ombre à la lumière, quoi. Et c'était vraiment ça pour moi. J'avais tellement plongé dans mon obscurité que je pouvais que remonter vers ma lumière. C'était vraiment ça pour moi. Alors, c'est quoi le jour 1 de ta nouvelle vie ? Qu'est-ce qui se passe quand tu décides de tout quitter ? Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, j'embrasse ma mère qui est en larmes. Donc, tu vois, pour moi, c'est terrible. J'ai l'impression de trahir ma famille. Déjà, ils n'étaient pas forcément d'accord avec ça. Ils ne me soutenaient pas moralement. Tu vois, si j'avais besoin financièrement, je savais qu'ils allaient être ce soutien-là. Mais en tout cas, moralement, il n'y avait pas ça. Donc, j'ai dû expliquer ma démarche. Mais même pour moi, c'était flou, tu vois. Déjà, juste, je pars en Nouvelle-Zélande, du coup, à l'autre bout du monde pour 1 an. J'avais fait un PVT à ce moment-là, donc c'est un visa vacances-travail. Et mes proches n'approuvaient pas plus que ça. Pour eux, c'était dangereux, c'était risqué, c'était inconscient. Voilà, tu vois, c'est mon frère qui était totalement contre. Donc, là, je me dis, voilà, j'embrasse ma mère, je prends mon avion, j'arrive en Nouvelle-Zélande, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Donc ça, c'est vraiment le jour 1 de dire... mais qu'est-ce que je fais, quoi. Donc, on va dire que c'est le premier jour où ma vie a changé. Ouais. Et donc, t'avais rien prévu avant d'arriver en Nouvelle-Zélande, t'avais pas trouvé un travail sur place, t'avais pas regardé ce que tu pourrais faire, quoi. Tu t'es arrivé là et c'est une fois sur place que t'as commencé à chercher. Je savais seulement que j'allais atterrir, en fait, dans une communauté végane, autosuffisante. Donc j'avais prévu d'y rester pendant 1 mois à peu près. Donc je vendais des fruits et des légumes avec mon van. J'avais passé mon permis juste avant de partir en me disant ok, possiblement je vais conduire. Donc déjà c'était la grosse frousse pour moi de conduire un gros van. Conduire à gauche, donc vraiment sortir de sa zone de confort. Je parlais pas anglais, parce que moi j'ai fait allemand LV1. Donc pour moi c'était vraiment incroyable de partir aussi loin, 30 heures de vol. En tout cas, voilà, j'ai quand même atterri dans cette communauté végane au départ, et ça m'a permis de prendre confiance au fur et à mesure, de faire quelques rencontres, même si ça a été très dur pour moi. Hein. Franchement, l'adaptation, c'était hyper violent, mais je pense que j'avais besoin de ça aussi. Ouais. Et comment ça s'est passé alors ce mois ? Qu'est-ce que tu fais après ce mois-là ? C'est quoi la suite de cette aventure ?
J'enchaîne en fait les petits boulots pour l'habitant, c'est ce qu'on appelle du woofing. Donc contre un travail, on t'héberge et t'es nourri, etc. Donc je continue comme ça quelques mois durant. Et puis là, je me dis, j'ai envie d'aller en Asie. J'ai l'appel de l'Asie, donc je commence par Bali et j'adore quoi. C'est vrai. C'est le début en fait du voyage en dehors de la Nouvelle-Zélande. Progressivement, quoi. Et tu continues à travailler à chaque fois à côté. Comment se passe même ton cheminement intérieur là, je sais pas en combien de mois ça se mesure, mais est-ce que tu peux nous dire à chaque fois, peut-être qu'est-ce que chaque aventure, chaque voyage t'a apporté, qu'est-ce que tu découvres, qu'est-ce que tu y fais, pour qu'on comprenne un peu le cheminement qui s'est passé? Dans les premiers mois en Nouvelle-Zélande, donc, je travaille pour l'habitant. Je me familiarise aussi beaucoup avec la langue parce que pour moi, c'était très difficile l'anglais. Donc je découvre les gens, je découvre la culture et puis vraiment le fait d'être immergée complètement dans la culture, dans ce que vivent les gens. Donc j'ai été par exemple dans une ferme où je m'occupais des moutons, il y avait quasiment 1 millier de moutons, tu vois, genre porter les moutons, les tondre. À un moment donné, j'ai dû couper du gibier, j'ai dû chasser, tu vois, des trucs vraiment durs quand même et où tu te dis, ok, c'est la vie de la personne là qui m'héberge tout de suite, je me dois de respecter quand même un minimum ça, je vais jouer le jeu, quoi. Après, c'était pas forcément évident de manger de la viande tous les jours. Tu vois, il y avait un truc où... C'était pas la communauté végane, non, ça c'était chez le fermier avec les moutons. Mais voilà, t'es obligé de jouer le jeu. T'es pas chez toi, t'es à 30 heures de chez toi. La personne, elle t'héberge. Tu sens que c'est important pour elle. Donc, tu fais le truc. Et donc, voilà, quelques mois comme ça chez l'habitant. Et ensuite, je pars pour l'Asie. Et là, à partir de ce moment-là, je fais plus de woofing, en fait. Vraiment, je me consacre à mon voyage et à la découverte pure des temples, etc. Ok, et ça c'est donc toute seule à chaque fois? Donc là, je rejoins à Bali juste mon ami que j'avais découvert, que j'avais rencontré juste avant de partir en voyage. Donc il me rejoint pour 3 semaines et ensuite je continue mon périple en Asie seule avec mon sac à dos. Mais raconte-nous un peu, ouais, là, l'Asie, c'est quoi tes journées, c'est quoi tes découvertes, est-ce que tu penses encore à la maladie? Qu'est-ce qui t'aide en fait à aller mieux concrètement? Alors j'y pense de temps en temps parce que j'ai des coups de fatigue, il y a des symptômes que je comprends pas parce que la sclérose en plaques c'est un peu inconnu comme maladie, on peut pas vraiment dire tel symptôme est associé à la maladie. Donc je me dis dans le doute, c'est peut-être pas la maladie, donc je continue avec ce truc-là de me dire tout va bien, en fait, tout va bien. Regarde, c'est génial, t'es en voyage. Même si j'avais beaucoup de stress et de doutes sur le voyage, parce que j'étais seule. En plus, une femme seule, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai eu quand même quelques petits coups de panique. Mais je me dis, bon, voilà. Donc, mes journées, en fait, je découvre, je me fais un petit plan, ce que j'ai envie de voir, ce que j'ai envie de faire. Parfois, j'ai envie de rien faire. Donc, je me pose dans la nature, soit en forêt, soit sur la plage. Je lis beaucoup et mes lectures, vraiment, sont des révélations. C'est à ce moment-là, surtout, que je peux mettre des mots sur ce que je vis et ça change vraiment ma vie, quoi. La lecture, ça, pour moi, c'était incroyable. Est-ce que tu as des livres à nous partager qui t'ont vachement aidé à ce moment-là? Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Ouais. Moi, je dirais que c'est ma Bible, clairement, et je l'ai conseillé à quelques personnes autour de moi et ça a aussi changé leur vie. Donc je pense que c'est le livre magique qui te ramène dans l'instant présent et cette notion de pleine conscience que j'ai pu appliquer tout du long de mon voyage. Et je pense que c'est ça, c'est ce que je ressens au fond de moi, qui m'a guéri vraiment autant mes blessures internes que mes blessures physiques. J'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui se mettait en marche de manière purement inconsciente, que je ne contrôlais pas. Et juste le fait de m'abandonner, tu vois, aussi cette forme de résilience, on en parle assez souvent, le fait de s'abandonner, de lâcher prise. Je m'abandonnais à la vie et je lui disais, ok, bah fais ce que tu veux de moi, je te fais confiance, quoi. Je te fais confiance. Et là, il y a quelque chose vraiment un petit peu de supérieur qui commence à... un petit peu de divin, on va dire, qui intervient dans ce processus que je maîtrise pas du tout, quoi, d'auto-guérison. Ok, c'est assez incroyable. Quand est-ce que tu commences à réaliser que tu es sur le chemin de l'auto-guérison? Pas tout de suite, parce que je vis le moment, parce que j'ai beaucoup de peur, parce que je traîne aussi beaucoup de casseroles. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans ma tête, encore une fois, beaucoup de craintes, beaucoup de doutes. Donc, je réalise pas tout de suite. Mais progressivement, plus en fait, je sais pas, mais quand j'allais dans les temples, je ressentais quelque chose qui était fort pour moi. Et cette connexion, et puis le fait...
En fait, j'étais en méditation constante, mais je le savais pas. Et c'est quand je lisais justement Eckhart Tolle en me disant, mais ah oui, là, j'étais vraiment dans le moment présent à cet instant, je vivais le moment, puis je commençais à avoir des sensations dans les mains, dans les pieds, des choses que je percevais pas. Je me reconnectais à mon corps, et je vivais des choses très subtiles que je me laissais pas le temps de vivre dans mon quotidien parce que j'étais pressée, parce qu'il fallait faire, il fallait toujours être dans le faire. Et pour la première fois de ma vie, j'étais dans l'être. Et c'est là que je me dis, ok, il se passe un truc cool, je sais pas quoi, mais c'est vraiment chouette. Ça, c'est pendant tout ton séjour du coup en Asie. Est-ce que tu termines ton périple là ou est-ce qu'il continue combien de temps a duré en fait ce voyage à travers le monde? Donc là, je fais 3 mois en Asie. Donc la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, le Japon, le Sri Lanka, etc. Et je redescends en Australie. Je fais 2-3 semaines. Je reviens en Nouvelle-Zélande, je fais encore quelques mois. Au total, à peu près 9 mois. Je reviens en France pour 2 mois et je repars. Et en fait, je fais ça pendant 3 ans. Je pars, je reviens, je pars, je reviens. Et à quoi ressemble ton mode de vie? Parce que j'imagine que beaucoup de gens peut-être rêvent aussi à ça, mais se disent c'est impossible. Comment ça se passe même Enfin, déjà, comment ça se passe? Après, je viendrai à d'autres questions plus précises. Ben, c'est ce que je pensais aussi. Tu sais, quand j'étais bloquée dans mon cabinet, parfois je regardais un petit peu mon écran. Où est-ce que je voudrais partir en vacances? Est-ce que j'aimerais faire? Je voudrais voyager, c'est mon rêve, tu vois. Et un jour, il y a un avocat qui me dit, avec qui je m'entendais bien, qui me dit « Mais qu'est-ce que vous attendez ?» Il me dit « Mais partez, partez. » Ça résonne en moi. J'ose pas le faire parce que j'ai peur, comme beaucoup de gens. J'ai peur de tout arrêter. Je me dis « Mais ok, j'ai peur de cette insécurité. » Et au final, tout devient évident, mais aussi parce que j'ai pas le choix pour moi. Parce que voilà, je te dis encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est viscéral, il faut que je le fasse. Et donc quand je reviens, j'ai des petits boulots un petit peu à droite à gauche. Voilà, j'arrive à gagner un petit peu de sous par-ci par-là. Je mets de côté, donc je consomme pas du tout. J'ai des priorités, et ma priorité, c'est de repartir à ce moment-là à chaque fois. Ouais. Donc c'est vraiment ça, je choisis, je me choisis. Je suis ma priorité, donc je mets de côté tout ce qui est loisirs et tout, et j'attends juste de repartir à chaque fois, quoi. Et donc, par exemple, quand tu reviens d'Australie, que tu reviens en France, qu'est-ce que tu fais une fois que tu es en France? Alors, je reviens et je me dis, j'ai tellement appris sur moi, mais du coup, à travers mes voyages, mes rencontres avec l'autre, quand j'allais à la rencontre de l'autre, finalement, c'était moi que je rencontrais derrière, notamment quand je suis allée à la rencontre des moines, quand j'ai séjourné dans la jungle thaïlandaise. Mais ça, parlons-en, parce que ça, tu m'en avais parlé, mais pas longuement, et ça m'a vraiment intriguée. Comment t'arrives là? Même de manière générale, je me dis, comment est-ce qu'à chaque fois tu choisissais où tu allais aller? Comment tu choisissais où tu séjournais, quelle expérience vivre? En fait, je me laissais porter, c'était assez magique. Il se trouve que quelqu'un m'avait parlé de cet endroit-là, et je me dis, mais ok, j'ai prévu d'aller en Thaïlande, je voulais faire une retraite de yoga, pourquoi pas? Donc là, j'étais rentrée de mon grand séjour et je faisais à ce moment-là les allers-retours, et c'est durant cet aller-retour, je me dis, ok, je vais rester 2 mois en Thaïlande, 2-3 mois, je vais faire ça, et je vais aller dans la jungle thaïlandaise. J'étais en deuil à ce moment-là, j'avais perdu une tante qui m'était très chère, et c'était encore plus intense pour moi d'y aller, et vraiment c'était difficile, mais je l'ai fait, et c'est comme si la souffrance à chaque fois me permettait d'aller dépasser, d'aller voir ce qu'il y avait derrière. C'était une opportunité, cette souffrance, pour aller toujours plus vers la lumière, tu vois. Dès que je voyais l'ombre, je voulais voir derrière. Je savais que derrière, il y avait un petit peu le trésor, quoi, en gros. Et comment tu fais pour voir cette lumière? Comment tu fais pour passer au-dessus de la souffrance? J'en ai pas conscience en fait du processus dans l'instant, et ça m'arrive encore. Je le fais de manière purement inconsciente. Je me laisse porter et je fais confiance. C'est hyper étrange, mais c'est comme si, voilà, donc je sais qu'il y a cette lumière en moi, et je me dis, tout va bien se passer. Et constamment, c'est que la vie m'apporte toujours ce dont j'ai besoin de vivre. Et donc j'y vais. Et peu importe l'issue, finalement, c'est ce que j'ai besoin de vivre. Donc je fais confiance et j'y vais. Et c'est que après que je me rends compte que c'est transformateur, et je me rends compte de l'expérience, de l'expertise, de ce que je peux aussi apporter aux autres. Mais c'est vraiment qu'après, en fait. D'abord, je vis le truc pour moi, je le digère, et après, je me dis, est-ce que je peux l'apporter au monde? Comment je vais l'apporter? Comment je vais pouvoir aider à mon tour? Et c'est après que progressivement, je peux mettre les mots dessus aussi, de ce que j'ai vécu. Et donc, pour bien comprendre, pendant ces 3 ans,
Bah oui, déjà, je pense que la plus grande question que les gens se posent, c'est financièrement, comment tu fais? Est-ce que c'est à chaque fois sur place, tu trouves un petit job? Est-ce que c'est tu travailles à Paris, t'économises et donc après tu dépenses tout quand tu voyages? Mhm. Comment tu vis, quoi, ce mode de vie-là? Quand je partais, je sous-louais mon appartement. Donc ça, Ouais. c'était vraiment pratique. Et quand je rentrais, en fait, tout simplement, je faisais soit des gardes d'enfants, je faisais voilà, ce qu'il y avait, en fait, ce que je pouvais faire pour mettre des sous de côté. Et si vraiment j'étais en galère parce que j'étais étudiante, je savais que mes parents pouvaient me donner un coup de pouce si j'avais une urgence, tu vois. Mais j'essayais vraiment de me débrouiller toute seule. Et encore une fois, je ne dépensais pas, je faisais vachement attention. Je savais, pour moi en tout cas, ma priorité dans l'instant, c'était de vivre des choses. C'était l'expérience avant tout. Plutôt que de vivre dans le sensoriel, dans la distraction, j'avais besoin d'aller vers ces expériences-là, quoi. Et est-ce que ton autre mode de vie ne t'a pas trop manqué? Parce que je me mets à ta place et je me dis, d'un autre côté, bon, c'est très tentant hein, quand on a vraiment envie d'aller mieux, qu'il y a des choses à régler. Et d'un autre côté, laisser derrière des amis, de la famille, une vie mondaine. Tu vois, est-ce que tu avais ce manque? Voilà, est-ce que tu l'avais mais tu vivais avec? Ou est-ce que en fait, c'était tellement profond ce que tu vivais que le reste ne te manquait pas? Au début, ça m'a fait mal, tu vois, de quitter ma famille parce que j'étais vraiment très attachée. Euh, mais pendant le voyage, je me suis vraiment rendu compte à quel point je pouvais être ma propre sécurité, mon propre réconfort et mon allié. Et en fait, finalement, j'ai noué une relation avec moi-même et c'était ça qui était vachement intéressant, c'est de se dire, t'es toute seule, t'as pas le choix. Bah en fait, sois ta meilleure amie. Donc il y avait vraiment ce truc-là où, pour la première fois, j'entrais en relation avec moi-même et ça, c'était assez beau. Et ce qui était difficile aussi, c'est que je rencontrais mon compagnon juste avant de partir en voyage. Et du coup, c'était vraiment la relation à distance. Mais du coup, il m'a fait découvrir ce que c'est que l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de me dire, pars, vis ce que tu as envie de vivre, je serai là et je t'attendrai. Et ça m'a vraiment donné la force de me dire, il croit tellement en moi, il me fait tellement confiance. Mais regarde, toi, à quel point t'as pas confiance en toi, t'arrives pas à avoir cet élan-là. Et c'est lui un petit peu aussi qui me l'a apporté de dire, je sais que c'est en toi et je sais que ça va te faire du bien. Il avait vécu aussi juste avant lui au Canada, donc il savait déjà que c'était transformateur. Et ça m'a beaucoup aidé, qui m'encourage quand ma famille ne comprenait pas en fait là où j'allais, parce que c'était 3 ans un peu bancal. Bah, qu'est-ce que tu vas devenir? Trouve un travail, pose-toi, trouve cette stabilité, c'est n'importe quoi. Tu vois, il y avait tous ces doutes-là. Et j'ai douté à quelques reprises, mais je sais pas pourquoi, je me suis dit, continue, en fait, c'est la voie. Si tu te sens bien dedans, c'est que c'est bon, c'est OK. Donc ouais, en fait, t'étais en couple avant de partir dans ces 3 ans-là. 2 mois avant, ouais, je rencontrais mon compagnon. 2 mois avant, ouais. et il est resté... vous êtes restés à distance les 3 premières années de votre relation. Non, sauf quand je revenais, du coup. Ouais. Après, parfois, il partait avec moi ou pouvait me rejoindre pendant mes voyages. Mais du coup, lui aussi, ça lui a beaucoup appris. Et c'est comme si on s'élevait ensemble quelque part. Il le vivait par procuration. Donc ça, c'était assez beau aussi. Oui, c'est vrai que c'est très beau. Parce que j'allais te demander, en effet, avoir une vie de couple... quand on a ce mode de vie, au final, très solitaire, quand on voyage seul... il faut trouver, c'est vrai, la personne qui vous comprend, mais j'en connais d'autres. Je vous invite à écouter le podcast qu'on a fait avec Chloé Bloom aussi. Je sais pas si tu la connais, mais qui vit tout ça avec son copain aussi, et ils ont tous les deux vachement changé de mode de vie. Donc c'est assez beau. Alors j'ai envie de te poser pas mal de questions. Déjà, je me demande, pour essayer de tirer des enseignements de ton expérience personnelle, avec le recul, qu'est-ce qui t'a le plus aidé, tu penses, dans ton processus de guérison, même pas juste de la maladie, mais intérieure? Est-ce que c'est juste de te faire confiance? Est-ce que c'est de tout quitter? Est-ce que c'est la méditation? Tu vois, est-ce qu'il y a des trucs que tu peux nous partager, que les personnes qui nous écoutent pourraient mettre à profit, parce que je pense que tout le monde ne peut pas partir en voyage au bout du monde, même si je les invite à le faire parce que ça doit être incroyable. Mais voilà, est-ce qu'il y a des outils où tu ressens aujourd'hui que c'est ça qui t'a le plus aidé dans ta transformation? Ouais, clairement. La solitude. N'ayez pas peur de rester seul.
Moi, c'est vraiment ce qui m'a guérie. Alors, au début, c'est hyper dur. C'est hyper intense de rester seule, d'être seule avec soi-même. Mais c'est à ce moment-là que tu te regardes en face, en fait. Au début, c'était intense. Et au fur et à mesure, je prenais cette habitude-là de me retrouver seule et de me dire, OK, c'est plutôt pas mal. J'ai certaines réflexions, j'ai certaines réponses qui viennent à moi. Et c'est vraiment dans la solitude, finalement, que j'ai trouvé les plus belles réponses à mes questions. C'est fort parce que c'est vrai que c'est ce qui fait le plus peur. Ouais, totalement. Moi, je sais qu'à chaque fois que je suis seule, c'est mes démons, quoi. Ouais, c'est mes démons et donc totalement. je fuis vachement ça, sauf quand il y a une distraction, la lecture. Tu vois, parfois je me mens moi-même, j'adore être seule, je lis, je regarde des films, j'écoute des podcasts, mais c'est pas la vraie solitude profonde. Donc c'est un message fort, je pense, que tu partages. Le plus simple, c'est la solitude en nature, moi je trouve. Ouais. Ça, c'est vraiment... parce que en ville aussi, il y a les vibrations de la ville, c'est pas évident. Mais quand tu es dans la nature, ne serait-ce que juste d'observer comment fonctionne la nature autour de toi. L'enseignement déjà de la nature. Ne serait-ce que d'une petite fourmi, ça, c'est incroyable. C'est vrai que c'est très... on n'a plus l'habitude du tout de ça. On est tellement happé. Et moi, ma grande question, c'est est-ce qu'un équilibre existe, quoi ? Après, j'ai toujours été un peu manichéenne, mais j'ai l'impression que soit tu choisis la vie qui peut épanouir de la personne qui fait des projets qui la passionnent, qui vit à 100 à l'heure, qui vit dans une grande ville et qui a plein d'amis, mais qui a potentiellement vachement de névrose, ou la personne qui choisit, enfin dans mon entourage c'est vraiment ça quoi, qui vit comme toi ou comme Chloé, qui voyage à travers le monde, qui ont l'air hyper apaisés, hyper sereins, et d'un autre côté je me dis mais putain, je suis pas prête à renoncer à tout ça. Et si moi, ça m'arrivait pas, cet éveil, et si, tu vois, est-ce que tout le monde, toi, tu penses, peut vraiment connaître cette transformation ? Maintenant, je voyage plus autant. Et je dirais que ce qui peut faire la différence, c'est trouver de bonnes habitudes dans son quotidien. Et la méditation et le yoga en font partie. Parce que parfois, j'ai pas besoin de voyager. Juste, je me mets en méditation et je retrouve les sensations. Juste ça, déjà, et c'est une forme de solitude aussi, de se mettre en méditation. Alors, on pense souvent que la méditation, c'est se renfermer sur soi-même, mais alors c'est mieux se regarder pour mieux s'ouvrir au monde et mieux s'ouvrir aux autres. Ça, c'est super important comme notion. Et finalement, quand tu trouves ces habitudes de vie en te disant, voilà, là... j'ai mon rituel de méditation, de yoga. Tu trouves cet équilibre entre, souvent on dit les énergies yin, yang, et tout ce qui se bouscule autour de nous. C'est vrai que c'est une société qui nous demande toujours d'être de mieux en mieux, d'être dans le faire, toujours plus. Et dans la comparaison aussi, ça, c'est pas facile. Et là, d'un coup, tu te dis, voilà, ta seule comparaison, en gros, c'est toi, en fait. Tu te regardes toi et tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien ? Ok, j'essaye la méditation, j'essaye telle thérapie, la sophrologie, enfin peu importe, et je vais mettre en place des habitudes qui vont faire que j'arrive à me recentrer, j'arrive à m'ancrer et j'arrive à vivre plus en équilibre et moins dispersée en étant par-ci, par-là. Ça, c'est vachement important. Qu'est-ce qui est le plus toxique, tu penses, dans nos sociétés dont toi, tu as appris à te séparer, et peut-être tu aurais envie d'encourager les personnes qui nous écoutent à se séparer, ou en tout cas à vraiment faire attention ? Ce qui est le plus toxique... Alors, je pense que c'est aussi les mauvaises habitudes, en tout cas pour moi, de penser. Alors du coup, ça ne concerne pas directement la société, mais d'une certaine manière, si, parce que j'étais très perméable en fait à tout ce qui se passait autour de moi, puisque je suis hypersensible. Donc c'était difficile pour moi de mettre cette barrière-là. Et du coup, tu sais, tous les événements, toutes les actualités, je les prenais directement vraiment en pleine face et en mode éponge, quoi. Et donc le fait de te recentrer, de revenir à toi, ça te permet aussi de faire un tri entre tes pensées, entre ce que tu as envie de prendre de l'extérieur et ce que tu laisses de côté. Donc la société, elle est ce qu'elle est. On ne va pas remettre en question ce qui se passe, ni les actualités. Mais à un moment donné, c'est à toi de faire le choix de ce que tu laisses entrer dans ta vie et de ce qui te sert et te dessert. Et là, quand tu te choisis, tu sais ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi. Donc si je choisis de
pas écouter les actualités. Si ça me dessert dans mon quotidien, si ça me met mal le matin, bah oui, ça, je vais mettre ça de côté et je vais me consacrer à ce qui est essentiel. Et c'est vraiment, quand tu te ressentes, quand tu reviens à toi, tu sais ce qui est essentiel pour toi et t'arrives à faire des choix, à prendre des décisions et à prendre aussi la responsabilité de ces décisions, finalement. Ouais, c'est vrai. Et c'est dur de les endosser. Et parfois, je trouve ça dur aussi de savoir, tu vois, parce que y a une phrase alors je sais pas si c'est de Jonathan lui-même, que j'ai aussi reçu sur mon podcast, mais qui parle beaucoup de méditation et qui enseigne la méditation. Privilégier l'utilité à la vérité. Et j'essaie vraiment de me la répéter, mais le fait est que parfois, tu ne choisis pas, je trouve, ce que tu penses. Parfois, vraiment, ça s'impose à toi et t'as beau méditer, t'as beau faire du yoga, tu vois. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé et si t'as trouvé un processus qui soit pas juste un apaisement momentané, mais qui soit vraiment sur du long terme, qui soit vraiment une transformation de long terme. Moi, je dis souvent aux élèves, c'est pas grave de penser. Et il faut arrêter, tu vois, de classer les pensées comme étant négatives ou positives. On a souvent cette vision-là dans notre société de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, donc cette vision très manichéenne. Et de dire, ok, je suis neutre en fait à un moment donné, et j'accueille. Et je suis cet espace d'accueil et d'acceptation. Et c'est ce qu'on apprend vraiment dans le yoga, c'est de créer cet espace et de laisser vivre en nous ce qui doit vivre. Ça te permet en fait au fur et à mesure de prendre un petit peu la distance. Et quand tu prends la distance, tu fais des choix et beaucoup plus en conscience. Et tu sais quelle pensée te sert et quelle pensée te dessert. Donc forcément, là, à ce moment-là, tu peux te dire, je prends la distance face à telle habitude que j'ai de penser, parce qu'on a aussi des blessures émotionnelles qui guident un petit peu ces pensées. Et en prenant la distance, je sais le reconnaître, je sais mettre le doigt dessus, je sais ce qu'il faut faire pour aller bien, je sais ce qu'il faut faire pour aller mieux. Qu'est-ce qui a fait que ce soit vers le yoga que tu te sois spécialisée ? Qu'est-ce qui s'est passé après tout ce périple qui t'a fait dire « Ok, maintenant, je veux me consacrer à l'enseignement du yoga » ? Alors, c'est particulier parce que pendant mes voyages, alors j'adorais pratiquer, même quand je rentrais, je pratiquais, mais je me suis jamais dit je veux être prof de yoga ». Déjà à l'époque, il y avait moins de formations qu'à l'heure actuelle, c'était moins connu, on voyait pas autant de profs sur les réseaux, il y avait moins cet engouement. Mais je me suis dit, le yoga, c'est un bon moyen de transmettre ce que j'ai à transmettre. Déjà par le corps, parce que j'avais expérimenté ce que c'était que de revenir au corps, de m'ancrer, et ensuite de remonter vers plus de conscience. Donc pour moi, c'était vraiment un bel outil pour avancer et pour aussi faire comprendre aux gens de manière très simple, tu vois, pas avec des grands mots, pas avec des grandes thérapies, mais d'essayer de faire ressentir aussi ce que moi j'avais ressenti pendant ces voyages, le fait de revenir à la terre, quoi. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est une question assez compliquée, mais est-ce que t'as complètement arrêté les suivis par rapport à ta maladie ? Est-ce que tu sais où ça en est ? Est-ce que tu sais si ça s'est résorbé ? Comment, parce que c'était ça le point de départ, quoi, de tout ton chemin. Je fais une IRM de contrôle chaque année, donc, mais j'ai décidé en conscience, alors je dis pas que c'est bon pour tout le monde, hein, loin de là, j'ai décidé en conscience de pas prendre de traitement. Jusque-là, je touche du bois, j'ai pas eu de deuxième poussée, mais moi, ce que je ressens, c'est que tant que je suis bien, que je suis la voix qui m'appelle, la voix du cœur en tout cas, ça me convient et pas de regret, quoi. Ouais, voilà. ouais. J'ai l'impression que c'est le stress qui est à la source de tellement de mots. Ouais, totalement. De tellement de mots. Et c'est vrai que ça me fascine beaucoup, les personnes qui... J'ai l'impression que les personnes qui arrivent à avoir cet état de bien-être permanent n'ont aucun mot, quoi. Aucun mal, du coup. Donc, je sais pas si c'est utopique, hein, mais de l'extérieur, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui permet de vivre une vie sereine et épanouie.
Alors, moi, je pense que pendant toute la vie, on expérimente des blessures. On est là pour ça, sur cette terre. Et qu'elles se présentent au fur et à mesure des événements. C'est impossible, en fait, de pas d'avoir aucune blessure, sauf quand on est vraiment pleinement illuminé et qu'on est dans l'éveil. Ça, c'est le cas pour certaines personnes, mais c'est relativement rare. Et même si on paraît apaisé, en fait, on a toujours un truc à régler. Et c'est le jeu, et c'est plutôt pas mal, tu vois, dans le fond, parce que c'est ça qui te fait avancer, c'est ça qui te permet de continuer le chemin, et c'est ça qui éclaire le chemin, moi, je trouve, tu vois, les blessures, de se dire, ok, j'ai vécu telle situation de rejet, d'abandon avec telle ou telle relation, je sais ce que j'ai à travailler, je sais que si je travaille dessus, derrière, c'est beau ce qui m'attend. C'est vraiment ça, c'est que ça te montre le chemin. Et je pense que c'est plutôt une apparence, c'est rare d'être complètement... Puis d'ailleurs, c'est pas du tout le but de ces thérapies méditatives ou du yoga, d'être complètement zen. Au contraire, c'est vraiment d'être cet observateur et d'être vraiment conscient, tu vois, de ce qui se passe autour de toi, en toi, de vivre en harmonie avec toi-même, avec les autres, de vivre en amour. C'est vraiment ça. Et de pointer du doigt ce qui va pas, de mettre la lumière dessus. Ok. C'est très beau. Est-ce qu'il y a des enseignements, des enseignants, des philosophies que tu as découvertes au fur et à mesure de ton parcours qui t'ont aussi beaucoup apporté, dont tu aimerais nous parler ou mentionner ? Alors, il y a un chiropracteur que j'allais voir régulièrement. Du coup, je lui rends hommage parce qu'il est décédé du Covid en mars dernier. Et lui, il a vraiment changé ma vie. Donc, il m'a amenée vers les préceptes du bouddhisme, en fait, mais de manière très soft. Il me donnait juste des petites idées, des petits points à travailler, puis moi, j'allais avec mes lectures, avec mes méditations, j'allais vraiment à la recherche de tout ça. Il pouvait me lâcher une phrase, un mot, et moi, pendant 6 mois, ça tournait dans ma tête. Tu vois, il y avait vraiment toute cette réflexion et ce travail. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidée. Je pourrais dire que c'était vraiment un maître. Voilà, ça, c'était vraiment quelque chose. Et puis, encore une fois, mes lectures. Et j'aime beaucoup Arnaud Rioux, ce qu'il partage. Je trouve ça vraiment beau. Je le connais pas du tout. Ouais, c'est... il a sorti quelques livres, dont un livre sur le chaman, je sais plus le titre exactement. Ouais. Là, il a sorti un livre, L'aigle et le condor, la prophétie de l'aigle et du condor. Donc ça, c'est vraiment c'est quelqu'un, en tout cas, que j'aime beaucoup son enseignement, j'aime beaucoup ce qu'il partage, sa manière de le faire, en tout cas, avec beaucoup d'humilité. Puis voilà, pour répéter, écartoler, ça j'aime beaucoup. Et Deepak Chopra aussi. Deepak Chopra, les audios notamment, on peut écouter pas mal d'audios sur YouTube. Et c'est des très très beaux partages. D'accord. Très beaux partages. Génial. Est-ce que tu aurais des conseils, des petits derniers conseils comme ça pour les personnes qui vivent en ville, qui vivent dans un mode de vie stressant, pour essayer de trouver cet équilibre ? Est-ce que voilà, tu leur conseilles une pratique quotidienne de méditation, du yoga, de se foutre la paix, de se trouver des petites bulles de solitude quand on n'a peut-être pas la chance d'habiter dans la nature et de se reconnecter par juste notre environnement? Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui sont dans ce mode de vie un peu intense qui paraît très paradoxal avec cette zénitude, même si on ne peut pas l'être totalement, avec en tout cas cet apaisement? Déjà, je ne commencerai pas ma phrase par « il faut ». Parce qu'on a beaucoup dans le développement personnel de « il faut faire telle ou telle chose pour être en équilibre, pour être zen, pour être… » Déjà, il faut retirer tout ça parce que je trouve que c'est hyper culpabilisant, tu vois, de se dire « mais moi, j'arrive pas à méditer, moi, j'arrive pas à faire mon yoga, moi, j'arrive pas à… » Juste faire ce qui vit pour nous. Si t'aimes peindre, si tu peins en pleine conscience, mais c'est génial déjà. Si t'aimes dessiner, si t'aimes marcher en pleine conscience, c'est de la méditation. On n'a pas besoin forcément de se dire « ok, la méditation, c'est bingo, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il faut faire, tu vois. » Non, pas du tout, parce que en fait, on retourne encore dans le truc du faire. Donc non, faire ce qui… Vivre pour soi, vraiment. Et s'aménager des espaces de solitude, des espaces où on se retrouve avec soi. Et où on se fout la paix, on peut aussi se couper un petit peu de ce qui se passe autour de nous pour mieux revivre aussi, pour mieux retourner à ce qui se passe autour de nous. C'est pas de se couper totalement du monde, mais pour mieux se connecter à soi et se connecter à ce qui se passe autour de soi. Ouais. Super. Bah écoute, Kaina, je vais te poser la question signature du podcast. Oui. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
prendre le pouvoir de sa vie, c'est prendre ses responsabilités, faire ses choix en conscience, reprendre le pouvoir de sa vie, ne pas laisser les clés à quelqu'un d'autre, ne pas subir sa vie et suivre sa lumière intérieure, clairement. C'est une super belle conclusion. Écoute, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes ateliers, sur tes cours, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Il y a le Instagram et Facebook, yogini.infinity. Mon site internet, c'est pareil, yogini-infinity.net. Donc, il y a les ateliers, les séjours, les cours en ligne, les cours en présentiel, tout ça. Ouais, je recommande chaudement les cours et je testerai très bientôt les retraites. Ouais, avec plaisir. T'es la bienvenue. Merci beaucoup, Kaïna. Merci, Louise. Merci à toi.